basé sur des faits réels. Ce qu'il croyait enfoui à jamais reviendrait 15 ans plus tard. Élise Caron avait toujours imaginé que le premier souffle de sa fille serait la plus belle musique du monde. Ce qu'elle entendit cette nuit-là à la maternité fut d'abord un silence dense, puis des murmures inintelligibles, comme un secret dont on lui cachait la mélodie. Dans la salle d'accouchement, l'horloge indiquait 3h14. Une infirmière soutint le regard de son mari Julien, puis détourna le regard, un poids sur les épaules. « Je suis désolée », murmura le docteur Bernard, et Élise comprit que quelque chose d'irréparable venait de se produire. Sa fille ne survivrait pas. Immobilisée, les yeux fixés sur un plafond impénétrable, Élise ne pleura pas, comme si son âme avait oublié comment faire son deuil. On parla d'une complication inattendue, d'une détresse fétale, des minutes qui semblèrent durer des heures. Des papiers furent signés sans comprendre. On ne leur montra jamais le corps. Un adieu était impossible. Elle demanda, la voix brisée, où était le bracelet rose qu'elle avait vu dès son entrée en salle d'accouchement. C'était pour elle, n'est-ce pas ? Silence. Seul un « je suis désolée » répété comme un écho insignifiant. L'hôpital lui fournit un certificat de décès. Julien le classa dans un dossier gris, déterminé à le garder fermé à jamais. Mais le dossier resta entrouvert, sur le placard comme une porte ouverte laissant entrer le froid glacial. Élise cessa de jouer du piano. Chaque touche devenait un adieu. La maison, autrefois peinte en jaune pour accueillir son fils, lui semblait maintenant d'un blanc glacial, presque hostile. Les mois passèrent. Ses amis insistèrent, « Sors, fais le vide ». Elle partit, mais revint avec la même question muette en tête. Comment se distraire quand on a perdu ce qu'on était censé protéger ? 15 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit glaciale à l'hôpital. Élise et Julien avaient appris à faire leur deuil comme une cicatrice invisible. Elle ne saigne plus, mais brûle encore chaque fois qu'ils y pensent. Leur vie semblait avoir repris leur cours normal. Élise donnait des cours de piano, Julien travaillait comme comptable dans une petite entreprise. Aux yeux de leurs voisins, ils formaient un couple solide, discret et sans histoire. Mais le soir, lorsque la maison s'assombrissait et que les rires des voisins résonnaient au loin, Élise ressentait encore un vide insupportable. Parfois, elle croyait entendre des pas dans le couloir, comme si une présence invisible les accompagnait. Julien, quant à lui, se plongeait dans les chiffres et les dossiers, fuyant un passé qu'il n'avait jamais pleinement accepté. C'était un jeudi pluvieux ordinaire où tout bascula. Élise reçut une lettre sans adresse de retour. Le papier jauni portait une écriture tremblante. « Votre fille n'est pas morte. On vous a menti. Allez voir à l'orphelinat Sainte-Claire. » Ses mains tremblaient tellement qu'elle laissa tomber la feuille. Ses yeux, écarquillés par le choc, cherchaient une explication rationnelle. Était-ce une plaisanterie cruelle ? Ce soir-là, elle montra la lettre à Julien. Il pâlit, fronça les sourcils et serra le papier comme s'il voulait l'écraser. « On essaie de nous manipuler », dit-il d'une voix tendue. Mais Élise lut autre chose dans son regard. Une vieille peur, celle d'un secret qu'elle avait toujours redouté de voir ressurgir. Les jours suivants, Élise devint obsédée. Elle fouilla dans de vieux dossiers, l'acte de décès, les papiers de l'hôpital. Elle remarqua des détails étranges. Le certificat signé par un médecin qu'elle n'avait jamais rencontré, une date qui ne correspondait pas à la date de naissance, l'absence de numéro de dossier. Tout semblait conçu pour cacher plutôt qu'expliquer. Finalement, elle prit une décision, aller à l'orphelinat mentionné dans la lettre. Julien tenta de l'en dissuader, prétextant qu'elle se faisait du mal, mais elle ne put plus l'ignorer. « Si notre fille est morte, je veux voir sa tombe. Et si elle est vivante, je veux la retrouver. » Ces mots résonnèrent comme une promesse irrévocable. L'orphelinat Sainte-Claire est orné d'une allée baignée de soleil, cernée de murs gris aux nuances de gris. Élise sentit son cœur s'emballer en s'approchant du portail en fer. Chaque pas semblait la rapprocher non seulement d'un lieu, mais aussi d'une vérité qu'elle n'était peut-être pas prête à affronter. Le vent soufflait fort, comme pour lui murmurer de revenir. À l'intérieur, une odeur de cire et de poussière emplissait les couloirs. Les murs, jaunis par le temps, affichaient des cadres avec des photos d'enfants souriants, mais leur regard semblait figé dans une étrange mélancolie. Élise se présenta à la directrice, une jeune femme accompagnée de ses amis, Madame Fournier. Lorsqu'Élise prononça son nom, un frisson parcourut le visage de la directrice. Fugace, mais suffisant pour éveiller les soupçons. « Je cherche des informations », dit Élise d'une voix tremblante. « À propos d'une fille née il y a 15 ans. Ma fille. On m'a dit qu'elle avait peut-être été admise ici. » Madame Fournier se détourna, distraite par un dossier poussiéreux. « Nous avons accueilli tellement d'enfants. Je ne suis pas sûre de pouvoir vous aider, » répondit-elle. Cependant,
Élise remarqua que ses mains tremblaient légèrement. Élise insista pour consulter les anciens dossiers. Après de longues questions, Madame Fournier lui envoya une pile de documents. Parmi les papiers jaunis, un nom attira son attention, Clara Morel. Date de naissance, identifier la cellule où sa fille est présumée morte. Élise sentit ses jambes se dérober. Quelle est la coïncidence, ou la preuve qu'elle cherchait? Ce soir-là, Élise ne la regarda pas. Elle revoyait ce nom encore et encore, Clara. Chaque lettre résonnait dans sa tête. On s'en souvient grâce au soutien-gorge de l'hôpital, grâce au mot froid du médecin. « Je suis désolée, votre fille n'a pas survécu. » Et si tout cela n'avait été qu'un mensonge? Et pourquoi? Et surtout, qui a fait ça? Le lendemain, Élise retourne à l'orphelinat pour poser d'autres questions. Mais à son arrivée, un détail glaçant la choque. Le dossier de Clara a disparu. Comme si quelqu'un l'avait effacé du jour au lendemain. Paniquée, elle réalise que quelqu'un la suit à la trace, déterminée à ce que la vérité ne soit jamais révélée. Élise décida de suivre toutes les pistes possibles. Elle retourna à son appartement, examina ses vieilles photos et nota des détails qu'elle avait oubliés. Une lettre jaunie, un carnet au nom mystérieux. Chaque objet semblait indiquer Clara, mais aussi des personnes qu'elle connaissait depuis toujours. Elle contacta un ancien employé de l'orphelinat, un homme âgé nommé Monsieur Deveau. Après de nombreuses hésitations, elle confia que certains enfants avaient été réaffectés à des familles soigneusement sélectionnées. Une pensée glaçante traversa l'esprit d'Élise. Et si sa fille n'avait jamais vraiment été perdue? Et si tout cela avait été orchestré? Élise suivit une piste qui la mena dans un petit village près de la ville. Elle y rencontra une femme qui prétendait connaître Clara. Les détails étaient fragmentaires, mais troublants, des dates de naissance identiques, un nom murmuré avec peur, et la certitude que certains secrets étaient trop dangereux pour être révélés. De retour chez elle, Élise remarqua des signes indiquant que son appartement avait été fouillé. Tiroirs ouverts, papiers manquants. Elle comprit que son enquête troublait quelqu'un. Sa peur grandit, mais sa détermination aussi. Elle ne laisserait plus jamais le passé rester caché. Elle commença à faire le lien. Certains de ses proches étaient peut-être impliqués dans ce mensonge. Mais qui? Ses amis, sa famille, ses collègues? Chaque visage familier devenait suspect. Chaque sourire cachait un secret. Ce soir-là, alors qu'elle relisait ses notes, un message anonyme apparut sur son téléphone. « Arrête maintenant, ou tu vas le regretter. » Élise sentit un frisson lui parcourir le dos. Mais au lieu de reculer, elle savait qu'elle était sur la bonne voie. Élise décida de confronter son entourage. Elle commença par son voisin, Monsieur Lefebvre, qui semblait en savoir plus qu'il ne voulait bien le révéler. Chaque question la rapprochait d'un mur de silence, mais aussi d'une vérité qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Elle trouva un vieux journal intime de Clara, ou du moins des traces. Les notes parlaient d'un personnage mystérieux, un adulte qui semblait la protéger, ou la manipuler. L'énigme se complexifia, chaque indice se révélant crucial. Un autre soir, une voiture noire suivit Élise dans la rue. Elle nota discrètement la plaque d'immatriculation. Tout cela indiquait qu'elle n'était pas seule dans cette quête. Quelqu'un voulait vraiment protéger ce secret, à tout prix. Élise commença à nouer des alliances prudentes. Une amie journaliste accepta de l'aider à enquêter sans attirer l'attention. Ensemble, elles analysèrent les documents manquants, tentèrent de trouver des témoins et commencèrent à tisser un réseau de vérités cachées. Chaque rencontre révélait des contradictions. Des gens qui juraient ne rien savoir, mais dont le comportement trahissait autre chose. Élise commençait à comprendre l'ampleur du complot, des années de mensonges soigneusement orchestrés. Un soir, rentrant tard chez elle, Élise trouva un petit paquet sur le pas de sa porte. À l'intérieur, une photo de Clara bébé et un mot « Tu es plus proche que tu ne le penses ». La détermination d'Élise se transforma en obsession. Il lui fallait découvrir la vérité. Élise décida qu'il était temps d'affronter les responsables. Elle commença par s'adresser à Madame Fournier, l'ancienne directrice de l'orphelinat. La conversation fut froide, mais des failles apparurent dans les mensonges soigneusement tissés. Elle apprit que Clara avait reçu une fausse identité pour la protéger des dangers familiaux. Mais les détails restaient flous, et certaines personnes semblaient avoir tiré profit de ce secret. Les véritables intentions restaient obscures. Élise confronta également des membres de sa famille et des amis proches. Certains nièrent avec véhémence, d'autres plaidèrent coupables. Le mélange de culpabilité et de peur rendait chaque révélation encore plus choquante. Pendant des jours, elle analysa toutes les informations qu'elle avait recueillies. Elle commença à reconstituer la véritable histoire de Clara. Indices de manipulation, falsification de documents et disparition orchestrée de preuves. Élise sentit le dénouement approcher.
Elle savait que la confrontation finale exigerait courage et stratégie. Mais l'idée de retrouver sa fille lui donna une force qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Finalement, une rencontre fut organisée avec ceux qui avaient orchestré le mensonge. Élise arriva, déterminée, prête à écouter et à affronter tout. La vérité, enfin, allait éclater. Élise et Clara étaient enfin réunies. Ces retrouvailles furent empreintes d'émotions, larmes, accolades et un silence chargé d'années perdues. Chaque détail du visage de Clara rappelait à Élise les souvenirs effacés de sa petite fille disparue. Mais cette joie se mêla vite à l'inquiétude, qui avait encore intérêt à cacher la vérité. Élise décida d'affronter Madame Fournier une fois pour toutes. Elle exigea des réponses sur les dossiers falsifiés, les lieux secrets et les raisons pour lesquelles Clara avait été effacée de sa vie. La directrice, tremblante, finit par admettre que certaines décisions avaient été prises pour protéger la famille, mais que certains secrets avaient transcendé toute moralité. L'enquête d'Élise révéla que des membres de la famille, apparemment innocents, étaient en réalité complices, amis, collègues et même un parent qui avait falsifié les documents pour éloigner Clara. Chaque nom révélé ajoutait une dimension de trahison et de drame. Clara commença à raconter ses souvenirs, des moments étranges à l'orphelinat, des adultes qu'elle ne reconnaissait pas, des secrets murmurés. Chaque détail confirmait les suppositions d'Élise et démontrait l'ampleur du mensonge. Elles comprirent que le danger était non seulement écarté, certains voulaient encore garder ce secret. Élise et Clara élaborèrent un plan pour récupérer les preuves restantes et démasquer tous ceux qui avaient conspiré contre elles. Elles commencèrent à collecter des documents, des messages et des témoignages. Chaque découverte les rapprochait de la vérité, mais augmentait aussi le risque. Cette nuit-là, Élise reçut un message anonyme « Tu es trop près. Tout va s'effondrer si tu continues. » Elle ressentit le frisson glacial du danger réel. Mais la menace ne fit que renforcer sa détermination. Elle devait tout révéler, pour sa fille et pour elle-même. Le dernier jour de la confrontation arriva. Élise, accompagnée de Clara, confronta tous les responsables. Les révélations furent explosives. Mensonges, manipulations et complots soigneusement dissimulés. Des visages autrefois familiers étaient enveloppés de honte et de peur. Grâce aux preuves recueillies, les autorités et le public apprirent toute l'histoire. Clara fut légalement reconnue, son identité rétablie et toutes les falsifications documentées. La vérité éclata comme un coup de tonnerre, laissant certains responsables sans défense. Élise et Clara passèrent plusieurs heures à reconstruire leurs liens perdus. Elles échangèrent souvenirs, émotions et anecdotes oubliées. La peur des mensonges s'estompa peu à peu, remplacée par la force du retour à la lumière et une confiance retrouvée. Cependant, certaines questions persistaient. Pourquoi tant de personnes avaient-elles conspiré? Était-ce par peur, par intérêt personnel ou par simple cruauté? Élise a compris que le passé ne serait jamais complètement effacé, mais qu'il pouvait servir de leçon et de force. Élise a décidé de documenter toute l'histoire afin que personne ne puisse la réécrire. Chaque nom, chaque événement, chaque preuve a été consignée. Elle a transformé la douleur en action et en justice pour toutes les familles qui ont vécu des mensonges similaires. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner pour ne rien manquer de nos histoires incroyables. Même dans les ténèbres les plus profondes, la vérité finit toujours par se frayer un chemin vers la lumière.